Les 10 choses que les pros nettoient toujours en premier. Il y a une façon de nettoyer qui donne des résultats durables. Et une autre façon qui donne l'impression de travailler beaucoup sans jamais vraiment finir. La différence entre les deux tient rarement à l'énergie dépensée. Elle tient presque toujours à l'ordre dans lequel on fait les choses. Les personnes qui entretiennent leur maison avec régularité et efficacité ont développé une séquence. Elles commencent toujours par les mêmes endroits. Elles ne perdent pas de temps à décider par où commencer. Elles savent. Et cette certitude leur permet de travailler vite, bien, et sans fatigue inutile. Dans cette vidéo, je vous partage les 10 choses que ces personnes et les professionnels du nettoyage nettoient toujours en premier. Ces 10 leçons sont simples. Elles sont applicables dès aujourd'hui. Et elles peuvent transformer complètement votre façon de voir le ménage. Leçon 1. Toujours commencer par le haut. La première leçon que tout professionnel apprend est aussi la plus fondamentale. La saleté tombe. Elle ne monte jamais. La poussière qui se pose sur les meubles vient du plafond, des ventilateurs, des armoires hautes. Les miettes sur le sol viennent de la table. Les traces sur les surfaces viennent de ce qui est au-dessus. Quand on nettoie sans respecter ce principe, on retravaille. On nettoie le sol, et 20 minutes après, la poussière qu'on a fait tomber des étagères en dépoussiérant s'est déposée dessus. On repasse. C'est du temps perdu, de l'énergie gaspillée, et une frustration inutile. Les professionnels commencent toujours par regarder vers le haut dans chaque pièce. Ils vérifient le dessus des armoires, le bord des cadres, le bord des luminaires, les pales des ventilateurs si la pièce en a. Tout ce qui peut tomber est éliminé en premier. Ensuite seulement, ils descendent progressivement. Les meubles à hauteur des yeux. Les surfaces basses. Et enfin le sol, en tout dernier. Cette règle est simple, haut vers le bas, peut réduire le temps de nettoyage de 20 à 30%. Pas parce qu'on travaille plus vite, mais parce qu'on ne refait pas ce qu'on vient de faire. Chez vous, avant de commencer à nettoyer quoi que ce soit, levez les yeux. Regardez le dessus des armoires, les coins du plafond, le bord des cadres accrochés au mur. Vous trouverez peut-être des choses que vous n'aviez pas remarquées depuis longtemps. Traitez ces zones en premier. Tout ce qui suivra sera plus propre et durera plus longtemps. Leçon 2, les poignées et les interrupteurs avant les surfaces visibles. Il y a des endroits dans une maison que tout le monde touche, plusieurs fois par jour, et que presque personne ne pense à nettoyer en priorité. Les poignées de porte. Les interrupteurs. Les boutons des appareils. Les télécommandes. Les robinets. Ces surfaces accumulent une quantité de bactéries et de saletés invisibles que l'on ne soupçonne pas. Pas parce que les gens sont négligents, mais parce que cette saleté ne se voit pas à l'œil nu. Elle ne fait pas de taches visibles. Elle ne laisse pas de traces évidentes. Et pourtant, elle est là, à chaque contact. Les professionnels traitent ces surfaces en tout premier. Avant même de commencer à dépoussiérer ou à passer l'aspirateur. Ils utilisent un chiffon légèrement humide pour nettoyer chaque poignée, chaque interrupteur, chaque bouton fréquemment touché. Pourquoi en premier? Pour 2 raisons. La première, c'est que ces zones se contaminent très vite. Les nettoyer tôt dans le processus évite de les recontaminer avec les mains pendant le reste du ménage. La deuxième, c'est que ça crée une base propre et hygiénique dès le départ. Chez vous, prenez l'habitude de passer rapidement sur toutes ces surfaces dès que vous commencez à nettoyer. Cela prend moins de 5 minutes pour toute la maison. Et l'effet sur l'hygiène réelle, pas seulement l'apparence, est considérable. Leçon 3, le dessous des meubles avant le sol. La plupart des personnes ne regardent pas sous leurs meubles avant de passer l'aspirateur. Elles passent autour. Elles longent les bords. Mais le dessous du canapé, le dessous du lit, le dessous des tables basses, ces endroits accumulent une quantité de poussière et de débris qui finissent toujours par ressortir. Les professionnels ne laissent jamais ces zones de côté. Avant de commencer à nettoyer le sol d'une pièce, ils regardent sous chaque meuble. Ils utilisent une brosse longue, un embout spécial pour aspirer les zones difficiles, ou déplacent les petits meubles légers pour accéder à l'espace en dessous. Ce qui se passe quand on omet cette étape, c'est que la poussière accumulée sous les meubles continue à migrer. Elle revient sur le sol propre.
Elle circule dans l'air quand on marche ou quand les fenêtres sont ouvertes. Elle annule en partie le travail qu'on vient de faire. Traiter le dessous des meubles en premier change l'efficacité de tout le nettoyage du sol. Tout ce qui était caché est retiré avant qu'on ne passe sur le reste. Le résultat est plus durable. La pièce reste propre bien plus longtemps. Chez vous, commencez par regarder sous vos meubles avant d'attraper l'aspirateur. Une fois cette habitude prise, le nettoyage du sol sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus satisfaisant. Leçon 4, les joints et les recoins de la salle de bain. Dans la salle de bain, les professionnels ne commencent pas par le miroir. Ils ne commencent pas par le lavabo. Ils commencent par les endroits que personne ne voit mais qui sont les plus difficiles à traiter si on les laisse, les joints, les recoins, les bords de la baignoire ou de la douche. Ces zones sont les premières à montrer des signes de moisissure, de calcaire accumulé et de résidus de savon. Quand on les laisse trop longtemps, elles deviennent très difficiles à nettoyer. La saleté s'incruste. Elle prend de la couleur. Elle résiste aux produits ordinaires. Mais quand on s'en occupe régulièrement, et en premier, elle reste propre avec très peu d'effort. Un chiffon légèrement humide suffit souvent. Quelques secondes d'attention sur chaque joint, et c'est réglé. Les professionnels ont compris quelque chose d'essentiel, traiter les zones difficiles en premier, pendant qu'on a encore de l'énergie et de la concentration, donne de bien meilleurs résultats. On ne laisse pas les endroits difficiles pour la fin, quand on est fatigué et qu'on veut en finir. On les fait en premier, avec soin. Chez vous, la prochaine fois que vous nettoyez la salle de bain, commencez par passer sur tous les joints et les recoins. Prenez quelques minutes pour ces zones avant de vous occuper des surfaces plus visibles. Le résultat global sera bien meilleur, et ces endroits resteront propres beaucoup plus longtemps. Leçon 5, la hotte et les surfaces en hauteur dans la cuisine. La cuisine est l'endroit où la saleté s'accumule le plus vite et le plus intensément. Les graisses, les vapeurs de cuisson, les projections, tout cela se dépose sur les surfaces, et surtout sur la hotte et les zones en hauteur autour de la cuisinière. Les professionnels nettoient ces surfaces en tout premier dans la cuisine. Pas parce qu'elles sont les plus visibles, mais parce qu'elles contiennent les résidus les plus tenaces. Les graisses déposées sur la hotte, sur les surfaces au-dessus et autour de la cuisinière, peuvent tomber ou s'étaler sur d'autres surfaces pendant le nettoyage si on ne les traite pas d'abord. En commençant par la hotte et les surfaces hautes, les professionnels s'assurent que tout ce qui peut descendre est éliminé avant qu'on ne s'occupe du reste. Les plans de travail, le four, l'évier, tout sera traité après, dans un ordre logique. Il y a aussi une raison pratique. Les graisses cuites sont plus faciles à enlever quand on applique un produit dégraissant et qu'on laisse agir quelques minutes. Les professionnels appliquent le produit sur la hotte en premier, laissent agir pendant qu'ils s'occupent d'autres choses dans la cuisine, puis reviennent nettoyer. Ce temps d'action transforme un travail difficile en quelque chose de simple. Chez vous, adoptez cette séquence dans la cuisine. Appliquez le produit sur la hotte et les surfaces grasses en premier. Laissez agir. Pendant ce temps, commencez à nettoyer autre chose. Puis revenez. Les résultats sont bien meilleurs avec beaucoup moins d'efforts. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment à quelque chose, partagez-le moi dans les commentaires. Cela me fait vraiment plaisir de le savoir. Leçon 6, les rebords de fenêtres avant les vitres. Voici quelque chose que beaucoup de personnes font à l'envers. Elles nettoient d'abord les vitres, puis passent un chiffon sur le rebord de la fenêtre. Résultat, la poussière et les débris du rebord tombent sur la vitre qu'on vient de nettoyer. On doit recommencer. Les professionnels nettoient toujours les rebords de fenêtres avant les vitres. Ils enlèvent la poussière, la terre, les résidus qui s'y sont accumulés. Seulement ensuite, ils s'occupent des vitres. Cette séquence semble évidente quand on y pense. Mais dans la pratique, beaucoup de personnes commencent par les vitres parce qu'elles sont ce qu'on voit le plus. Les rebords semblent moins importants. Pourtant, c'est eux qui contaminent les vitres quand on ne les traite pas en premier. Les rebords de fenêtres accumulent aussi des choses auxquelles on ne pense pas. Des traces de moisissure dans les coins si la condensation est fréquente. Des résidus si des pots de plantes y sont posés. Nettoyer ces zones régulièrement empêche des problèmes qui deviennent difficiles à corriger si on les laisse s'installer. Chez vous, la prochaine fois que vous vous occupez des fenêtres,
Commencez par les rebords. Essuyez soigneusement chaque angle. Vérifiez les coins. Et seulement quand le rebord est propre, passez aux vitres. Le résultat sera plus net et durera plus longtemps. Leçon 7. L'intérieur du réfrigérateur avant les autres surfaces de la cuisine. Le réfrigérateur est souvent le dernier endroit qu'on pense à nettoyer dans la cuisine. On nettoie les plans de travail, l'évier, les appareils visibles. Puis le réfrigérateur attend. Les professionnels font le contraire. Ils s'occupent de l'intérieur du réfrigérateur avant les autres surfaces de la cuisine. Pourquoi? Parce que nettoyer l'intérieur d'un réfrigérateur génère des résidus. On sort les aliments, on retire les tiroirs, on essuie les parois. Des miettes et des gouttes finissent sur le sol ou sur les surfaces proches. Si on a déjà nettoyé ces surfaces avant de s'occuper du réfrigérateur, on doit y repasser. Si on commence par le réfrigérateur, tout ce qui tombe est traité ensuite avec le reste de la cuisine. Il y a aussi une raison de confort. Nettoyer l'intérieur d'un réfrigérateur demande de se baisser, de sortir des éléments, de travailler dans un espace peu pratique. C'est une tâche qui demande de l'énergie et de la concentration. La faire en premier, quand on est encore frais, donne de bien meilleurs résultats qu'en fin de session. Chez vous, intégrez le nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur dans votre routine de cuisine. Pas chaque semaine forcément, mais régulièrement. Puis faites-le en début de séance, pas à la fin. Vous verrez que c'est beaucoup moins difficile qu'on ne le croit quand on y va avec méthode et sans précipitation. Leçon 8. Les textiles avant les surfaces dures. Les textiles, canapés, coussins, tapis, rideaux, libèrent de la poussière et des fibres quand on les nettoie. Si on les traite après avoir dépoussiéré les meubles et les étagères, cette poussière se redépose partout où on vient de passer. Les professionnels nettoient les textiles en premier. Ils battent les coussins, passent l'aspirateur sur le canapé et les tapis, secouent les rideaux si nécessaire. Tout ce que les textiles libèrent retombe alors sur des surfaces qui n'ont pas encore été nettoyées. Ces surfaces seront traitées ensuite. Ce principe s'applique aussi aux vêtements posés sur des chaises ou des fauteuils. Si on les retire et qu'on les secoue en dernier, après avoir tout nettoyé, on recrée de la poussière dans une pièce qu'on vient de nettoyer. Si on les retire en premier, on gère le problème avant qu'il n'en crée un autre. La poussière des textiles est plus fine et plus légère que celle qu'on trouve sur les surfaces dures. Elle reste en suspension dans l'air plus longtemps. C'est pour ça qu'il est utile de laisser quelques minutes entre le moment où on nettoie les textiles et le moment où on nettoie les surfaces dures. La poussière retombe, et on peut ensuite l'éliminer avec les surfaces. Chez vous, commencez toujours par vos textiles. Aspirez le canapé. Battez les coussins. Passez sur les tapis. Laissez quelques minutes. Puis passez aux surfaces et au sol. Cette séquence simple améliore considérablement le résultat final. Leçon 9. Les plantes avant les surfaces autour d'elles. Les plantes d'intérieur apportent de la vie et de la chaleur dans une maison. Mais elles produisent aussi de la saleté. Elles perdent des feuilles, de la terre peut déborder des pots, des résidus s'accumulent sur leurs feuilles. Quand on les entretient, des feuilles mortes tombent sur la surface autour d'elles. Les professionnels s'occupent des plantes avant de nettoyer les surfaces sur lesquelles elles se trouvent. Ils retirent les feuilles mortes, essuient les feuilles si nécessaire, vérifient si de la terre a débordé, nettoient le dessous du pot. Tout ce travail génère des résidus sur la surface en dessous. Ensuite seulement, ils nettoient la surface autour et sous la plante. Tout est fait dans le bon ordre. Rien n'est refait. Il y a un autre aspect souvent oublié. Les plantes posées sur des surfaces en bois ou en pierre peuvent laisser des traces d'humidité si les pots ne sont pas parfaitement étanches. Nettoyer régulièrement sous les pots permet de repérer ces traces d'eau et d'éviter des dégâts qui deviennent difficiles à réparer si on les laisse s'installer. Chez vous, la prochaine fois que vous nettoyez une pièce avec des plantes, commencez par elle. Retirez les feuilles mortes. Essuyez doucement le dessous des pots. Vérifiez l'état de la surface sous chaque pot. Et seulement ensuite, nettoyez la surface où elle se trouve. C'est un petit geste qui fait une vraie différence. Leçon 10. Le sol, toujours en dernier. Tout ce qui a été dit jusqu'ici mène à cette leçon finale. Le sol est toujours la dernière chose qu'on nettoie.
Jamais la première. Jamais au milieu. Toujours en dernier. Pourquoi? Parce que le sol reçoit tout. Il reçoit la poussière qui tombe des surfaces hautes. Il reçoit les miettes qu'on retire des tables et des plans de travail. Il reçoit les résidus des textiles qu'on a nettoyés. Il reçoit tout ce qu'on génère en s'occupant du reste de la pièce. Si on nettoie le sol au milieu ou au début, on doit y revenir. On a travaillé pour rien. Les professionnels ne repassent jamais 2 fois sur le sol parce qu'ils ne s'en occupent qu'une fois que tout le reste est terminé. L'ordre du sol lui-même a aussi son importance. On commence par aspirer ou balayer pour retirer les déchets solides. Ensuite on passe une serpillière ou un balai humide. Jamais l'inverse. Si on commence par mouiller, les déchets solides deviennent de la boue. Ils s'étalent. Ils s'incrustent. Les professionnels travaillent aussi de l'intérieur vers la sortie quand ils nettoient le sol. Ils commencent par le coin le plus éloigné de la porte et se déplacent vers la sortie. Ainsi, ils ne marchent jamais sur ce qu'ils viennent de nettoyer. Le sol reste propre du premier passage. Chez vous, gardez le sol pour la fin, toujours. Réglez d'abord le haut, les surfaces, les textiles, les zones difficiles. Et seulement quand tout cela est fait, occupez-vous du sol. Vous verrez que le résultat est nettement meilleur et que le sol reste propre plus longtemps, parce qu'il n'y a plus rien qui peut retomber dessus. Ces 10 leçons ne demandent pas plus de temps. Elles demandent un ordre différent. Et cet ordre change tout. Une maison propre n'est pas une maison où on travaille plus dur. C'est une maison où on travaille de façon plus intelligente. Avec méthode. Avec logique. Et avec la satisfaction durable d'un résultat qui tient vraiment. Avant de partir, si une idée de cette vidéo vous a fait voir votre maison ou votre vie différemment, dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout avec beaucoup d'attention et cela m'aide à vous apporter des contenus qui font vraiment la différence pour vous. Pour aller plus loin dans chacune de ces leçons. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur l'ordre dans lequel on nettoie. Ce n'est pas une règle rigide qui s'applique de la même façon dans toutes les maisons et toutes les situations. C'est un principe directeur. Un cadre. Et dans ce cadre, on s'adapte à son propre espace, à ses propres habitudes, à la réalité de sa propre maison. Certaines personnes vivant seules peuvent raccourcir plusieurs étapes. D'autres vivant en famille auront besoin de soigner particulièrement certaines zones plus que d'autres. L'essentiel est de comprendre la logique derrière chaque leçon, pour pouvoir l'adapter intelligemment. La logique du haut vers le bas, par exemple, n'est pas seulement une règle de nettoyage. C'est une leçon sur la façon dont la saleté se comporte. Quand on comprend que la saleté tombe, que la gravité fait partie du processus de nettoyage, on commence à voir chaque pièce différemment. On anticipe. On fait en sorte que ce qui tombera ensuite soit traité ensuite, dans le bon ordre. La logique des zones très touchées en premier n'est pas seulement une question d'hygiène. C'est une question de priorité. Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur la qualité de vie dans cette maison? Quelle surface affecte le plus la santé quotidienne? En commençant par ces zones, on s'assure que les choses les plus importantes sont toujours traitées, même si le temps vient à manquer. La logique du sol en dernier n'est pas seulement une règle technique. C'est une reconnaissance du fait que le sol est le réceptacle de tout le reste. C'est l'endroit qui documente tout ce qu'on a fait. Quand on le nettoie en dernier, on voit le résultat complet de tout le travail accompli. Et ce résultat, visible et clair, est souvent la plus grande satisfaction d'une session de ménage. Sur la régularité versus la perfection. L'une des choses les plus importantes à comprendre sur le nettoyage efficace est que la régularité vaut toujours plus que la perfection. Une maison nettoyée régulièrement, avec méthode et dans le bon ordre, même si ce n'est pas parfait à chaque fois, sera toujours dans un meilleur état qu'une maison nettoyée intensément de façon irrégulière. La perfection dans le nettoyage est un idéal. La régularité est une pratique. Et c'est la pratique qui détermine l'état réel de la maison. Les professionnels le savent. Ils ne cherchent pas la perfection à chaque intervention. Ils cherchent la régularité et l'efficacité. Chaque zone est traitée correctement, dans le bon ordre, avec les bons outils. Et le résultat global, maintenu dans le temps, est excellent. Chez vous,
Si vous deviez choisir entre nettoyer moins souvent mais très soigneusement, et nettoyer plus souvent mais plus rapidement, la deuxième option donnera presque toujours de meilleurs résultats sur la durée. La fréquence empêche l'accumulation. L'accumulation est ce qui rend le nettoyage difficile. Sur l'adaptation à l'énergie du moment. Il y a une chose que personne ne dit assez, il est normal d'avoir des jours où on a moins d'énergie pour le ménage. Des jours où la maison ne peut pas être nettoyée dans l'ordre idéal, avec le temps nécessaire pour chaque zone. Les professionnels ont aussi ces jours-là. Et ce qu'ils font dans ces moments, c'est prioriser. Ils identifient les 2 ou 3 zones les plus importantes à traiter ce jour-là. Ils s'y consacrent complètement. Et le reste attend. Cette approche de priorisation intelligente est bien plus efficace que de se forcer à tout faire quand on n'a pas l'énergie, ou de tout remettre à plus tard parce qu'on ne peut pas tout faire parfaitement. Les 10 leçons partagées dans cette vidéo ne doivent pas devenir une pression. Elles doivent devenir un outil. Un outil qu'on utilise quand on en a besoin, et qu'on adapte quand la situation le demande. Ce qui ne change pas, c'est l'ordre fondamental. Le haut avant le bas. Les zones difficiles avant les zones faciles. Les textiles avant les surfaces dures. Le sol en dernier. Cet ordre reste logique et efficace dans toutes les situations, même raccourci, même adapté. Sur la création d'une routine personnelle. La meilleure façon d'intégrer ces 10 leçons dans sa vie est de créer une routine personnelle. Pas la routine des professionnels. Sa propre routine, adaptée à son espace, à son mode de vie, à ses habitudes et à son énergie. Commencez par observer votre maison pendant une semaine. Quelles zones se salissent le plus vite? Quelles zones ont besoin d'attention le plus souvent? Quelles zones restent propres longtemps sans intervention? Ces observations vous donneront les bases de votre propre routine. Vous saurez où concentrer votre énergie. Vous saurez combien de temps chaque zone demande vraiment. Et vous pourrez construire une séquence qui a du sens pour votre maison spécifique. Une routine personnelle bien construite, qui suit les principes fondamentaux du haut vers le bas et du difficile en premier, est l'outil le plus puissant pour maintenir une maison dans un état qui vous convient, semaine après semaine, sans épuisement et sans frustration. Ces 10 leçons sont un point de départ. Votre routine personnelle est la destination. Et c'est dans cette destination, construite progressivement et adaptée à votre réalité, que vous trouverez la vraie satisfaction d'une maison bien tenue. Ce que signifie vraiment nettoyer dans le bon ordre. On parle beaucoup d'ordre dans le nettoyage. Mais ce que le bon ordre signifie concrètement mérite d'être développé, parce que c'est plus subtil qu'il n'y paraît au premier abord. Le bon ordre n'est pas universel. Il change selon la pièce, selon ce qu'on y fait, selon ce qui y traîne. Dans une cuisine, l'ordre n'est pas le même que dans une salle de bain. Dans un salon, l'ordre n'est pas le même que dans une chambre. Ce qui reste constant, c'est la logique qui sous-tend cet ordre. Cette logique repose sur 2 principes fondamentaux. Le premier, la saleté descend. On commence donc toujours par le haut. Le second, on ne recontamine pas ce qu'on vient de nettoyer. On ordonne les tâches pour que chaque geste contribue à un résultat cumulatif, pas qu'il efface le travail précédent. Appliqués ensemble, ces 2 principes produisent un ordre de nettoyage qui varie légèrement selon les pièces mais qui reste toujours cohérent et efficace. Et quand on a bien intégré cette logique, on n'a plus besoin de mémoriser des listes. On sait instinctivement par où commencer et comment progresser. C'est exactement ce que les professionnels ont développé. Non pas une liste de règles à suivre aveuglément, mais une compréhension de la logique du nettoyage qui leur permet de s'adapter à n'importe quelle situation avec efficacité. Les 10 leçons appliquées à la cuisine. La cuisine est la pièce qui bénéficie le plus de ces 10 leçons appliquées dans le bon ordre. C'est aussi la pièce où les erreurs d'ordre ont les conséquences les plus visibles. On commence par la hotte et les surfaces en hauteur, les éléments les plus hauts de la cuisine qui peuvent laisser tomber des résidus de graisse sur tout le reste. Ces surfaces reçoivent les vapeurs de cuisson et accumulent une couche invisible mais réelle de graisse et de particules. On continue par les surfaces de travail latérales et le dessus des appareils. Le micro-ondes, le grille-pain, la machine à café, ces appareils ont des dessus qui accumulent la poussière et parfois des résidus de vapeur. On passe ensuite aux plans de travail principaux.
Après avoir traité tout ce qui est au-dessus, les plans de travail reçoivent uniquement ce qu'ils accumulent eux-mêmes, pas ce qui est tombé des zones supérieures. L'évier vient ensuite. C'est une zone de transition importante dans la cuisine, on y passe beaucoup de temps, elle accumule des résidus d'eau, de nourriture, de savon. Un bon nettoyage de l'évier et des robinets contribue énormément à l'apparence générale de la cuisine. Puis vient le tour des appareils électroménagers à hauteur intermédiaire. Le four, le réfrigérateur côté extérieur, le lave-vaisselle s'il est visible. Et enfin, en dernier absolu, le sol. Après avoir tout traité au-dessus, on sait que tout ce qui pouvait tomber est déjà tombé. Le sol est nettoyé une seule fois, complètement, et le résultat tient. Cet ordre dans la cuisine, répété à chaque session, rend le nettoyage beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. On ne repasse jamais sur les mêmes zones parce que l'ordre logique garantit que chaque zone est traitée au bon moment. Les 10 leçons appliquées à la salle de bain. Dans la salle de bain, l'ordre de nettoyage professionnel suit la même logique fondamentale mais s'adapte aux spécificités de la pièce. On commence par les zones qui posent le plus de problèmes si elles ne sont pas traitées rapidement, les joints et les recoins humides. Ces zones sont la priorité dans toute salle de bain parce que les moisissures et le calcaire s'y développent vite et y résistent longtemps. On continue par le miroir. Le miroir est souvent la première surface qu'on nettoie intuitivement, et c'est une bonne intuition. Nettoyer tôt, avant qu'on ne génère de la poussière ou des éclaboussures en nettoyant le reste, il reste propre. On passe ensuite aux surfaces autour du miroir, puis aux étagères et aux surfaces de rangement. Tout ce qui est en hauteur dans la salle de bain est traité avant de descendre. Le lavabo vient ensuite. Puis la baignoire ou la douche, avec leurs bords, leurs parois et leurs bombes. Les toilettes sont traitées après. C'est toujours l'un des derniers éléments avant le sol, parce que le nettoyage des toilettes peut générer des micro-éclaboussures sur le sol. Et le sol en dernier. Toujours. Balayer ou aspirer d'abord pour retirer les cheveux et les résidus. Puis laver avec un produit approprié. Cet ordre, appliqué à la salle de bain, transforme un nettoyage qui semble compliqué en une séquence fluide et logique. Et le résultat final, une salle de bain entièrement propre dans le bon ordre, est nettement plus satisfaisant. Les 10 leçons appliquées au salon. Le salon est la pièce la plus utilisée de la maison pour se détendre. Et c'est aussi une pièce qui accumule des types de saletés très variés, poussière, résidus de textiles, objets éparpillés, traces sur les surfaces. L'ordre professionnel dans le salon commence aussi par le haut. Les étagères hautes, les cadres, le dessus de la télévision, les luminaires. Tout ce qui peut laisser tomber de la poussière sur tout le reste. On continue par les surfaces intermédiaires. Les étagères à hauteur des yeux, les rebords de fenêtres, les dessus de meubles. On passe ensuite au textile. Le canapé et les coussins sont aspirés ou brossés avant que les surfaces en dessous ne soient nettoyées. Ainsi, la poussière libérée par les textiles retombe sur des surfaces qui n'ont pas encore été traitées. La table basse et les autres surfaces basses viennent ensuite. Dégager des objets, essuyer, puis les objets sont remis en place. Et le sol en dernier. Aspirer ou balayer, puis laver si nécessaire. Dans le salon, l'application de cet ordre donne un résultat global nettement meilleur. Et le salon, une fois nettoyé dans le bon ordre, reste propre plus longtemps parce qu'on n'a pas créé de recontamination pendant le processus. Sur la durée et l'investissement initial. Apprendre et appliquer ces 10 leçons demande un investissement initial en attention et en habitude. Les premières fois, on doit se rappeler l'ordre, se corriger quand on commence par le mauvais endroit, résister à l'envie de commencer par ce qui est le plus visible. Mais cet investissement initial est court. En quelques semaines, ces leçons deviennent des habitudes. L'ordre logique devient automatique. Et on se retrouve à nettoyer efficacement sans avoir à y penser consciemment. C'est à ce moment-là que les vrais bénéfices apparaissent. Le nettoyage est plus rapide parce qu'il est plus logique. Le résultat est meilleur parce qu'on ne recontamine pas. La satisfaction est plus grande parce qu'on voit un résultat durable. Ces 10 leçons sont un investissement dans la façon dont vous allez nettoyer votre maison pour les années à venir. Cet investissement est court. Et les bénéfices sont durables.